vidéo des tutos Docker. Donc c'est une première vidéo. On commence un peu donc une série de tutos autour des technologies Docker. Alors cette première vidéo va plutôt parler de la technologie, sa conception, quels sont les fondamentaux autour de Docker. On rentrera un petit peu plus dans le détail par rapport après à la gestion des containers. Et puis il y aura d'autres vidéos sur des choses un petit peu plus techniques, comme les volumes, le network, le Docker Machine, Docker Compose, le clustering avec Swarm, j'espère Kubernetes. Donc aussi par exemple du monitoring avec des applications du style Portainer, enfin bref. Beaucoup de choses à dire autour de Docker. Pourquoi parler de Docker? Docker, personnellement, j'ai expérimenté il y a environ 2 ans. Expérimenté. J'ai suivi quelques vidéos, quelques tutos. J'ai trouvé ça vraiment super, vraiment fondamentalement, la technologie était vraiment c'était quelque chose de nouveau, d'assez disruptif. J'en ai parlé un peu à des développeurs qui m'ont dit, qui étaient moyennement convaincus par la techno. Pas dans le sens où elle apportait pas grand-chose, bien au contraire, mais le produit, à chaque release, avait des changements quand même assez importants. Il y avait encore un peu, comme on peut dire, des trous dans la raquette. Donc on sentait une techno qui était vraiment prometteuse, mais encore un peu immature. Alors côté opérationnel, j'en ai parlé, côté Ops, là c'est encore pire. Docker, c'était limite, c'est sympa, mais ça reste sur le poste du développeur, ça vient pas en production. Donc j'avais mis un peu le sujet de côté. Et puis en début d'année, je travaillais sur mes stacks Big Data. Donc une stack Big Data, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une stack avec énormément de composants applicatifs, des bases de données, il y avait aussi un serveur web pour la partie représentation, il y avait du stockage, donc il faut savoir gérer à peu près une douzaine de composants dans une stack. Et je le travaillais évidemment sur mon poste, sur mon laptop. Donc un seul ordinateur qui devait gérer, qui devait simuler en tout cas plusieurs nœuds pour justement permettre après le déploiement sur un système distribué, un vrai système distribué. Et là en fait je me suis confronté à des problématiques tout simplement de gestion des VM. Alors au départ je n'ai pas installé ça sur mon poste Windows, puisqu'en fait pas mal de techno en fait tournaient sous Linux. J'ai utilisé VirtualBox, comme beaucoup le font. Et rapidement, voilà, j'ai eu des problèmes parce qu'il fallait monter 3, 4, 5, 6 VM avec du Linux différent, avec du CentOS, du Debian, avec la consommation mémoire et CPU qui était déjà assez importante. Après, avec des patchs à faire sur chaque VM pour pouvoir après installer des composants du style Postgre, du style Kafka. C'était quand même, je trouvais très lourd déjà pour le système et très lourd aussi à mettre en place. Rien que pour monter une stack Big Data, c'était une journée entière. Alors, en creusant un peu, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus simple? Puis, en allant sur les solutions des éditeurs, je me suis aperçu qu'ils proposaient à chaque fois leurs produits sous forme de containers, d'images en tout cas, d'images Docker, qui permettaient après de lancer des containers. Et je me suis dit, bon, finalement, on n'est plus en 2015, on est début 2017. La plupart des grands éditeurs font confiance à Docker. D'ailleurs, on peut le voir vite fait sur le Docker Hub, qui est le registre officiel de Docker. On voit qu'il y a énormément d'images officielles stockées, que ce soit de la base de données, du NoSQL, du Mongo, du Postgre, du Memcached, des environnements de développement, des OS, Elasticsearch. Enfin bref, les grands noms des grands éditeurs actuels qui font un peu le buzz.
tous font confiance à Docker. Donc je me suis dit finalement cette techno elle est quand même pas si buggée que ça. Et depuis 2 ans, je pense qu'elle a vraiment dû acquérir de la maturité. Donc suite à ça, bah, j'ai décidé de me lancer dedans, de faire une stack Big Data avec du Docker. Et bah, ça s'est très bien passé. Donc effectivement, la facilité, alors on le verra après hein, dans les tutos, mais ça a résolu beaucoup de mes problèmes. Peut-être pas tous mes problèmes, mais en tout cas, ça m'a énormément aidé dans mon travail. Et c'est là où je me suis dit, si moi ça m'aide sur mon poste à monter mes petites stacks, ça peut énormément aider les développeurs en entreprise, mais aussi les exploitants dans les productions, en tout cas pour gérer la production. Et j'ai vu tout de suite le gain qui était énorme. Alors ce qui frappe lorsqu'on fait du Docker, c'est que c'est extrêmement rapide et vraiment très léger en termes de footprint, car le container va utiliser les fonctionnalités du système Linux. Alors, je vais essayer de vous trouver ça donc, sur le site des Docker, pour bien que vous compreniez. Voilà. Alors, je voulais vous faire voir la différence entre la VM et le container. Donc, vous voyez en fait ici une VM, une virtual machine avec donc, du hardware, une infrastructure, qui fait tourner un OS, qui va faire tourner un hyperviseur, qui va faire tourner plusieurs OS différents. Voilà, on peut avoir différentes versions par exemple, de Linux, qui derrière va donc mettre en avant certaines librairies, bibliothèques, pour faire tourner des applications différentes de façon isolée. Ce schéma est assez répandu maintenant dans les productions. Et c'est une architecture quand même qui est assez lourde pour le serveur, sachant que il faut monter à chaque fois un OS, et en plus, pour chaque application, il faut que cet OS puisse être patché, puisse avoir un certain niveau de version, d'application, pour pouvoir fonctionner. A contrario, au niveau des containers Docker, nous avons besoin évidemment d'une infrastructure, d'un host qui va pouvoir héberger donc, le Docker Engine, et après, cet host sous-jacent va tout simplement mettre à disposition des librairies pour que les applications dans le container puissent fonctionner. Donc vous voyez bien que l'impact est bien moins grand. En fait, vous avez une consommation qui est bien moindre, et ce qui frappe lorsque vous commencez à jouer un petit peu avec les containers, c'est la rapidité d'exécution. Vous avez des applications qui sont lourdes, qui s'exécutent, qui démarrent en quelques secondes, voire en dessous de la seconde. On a tout simplement un Linux qui peut démarrer en quelques millisecondes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui frappe lorsqu'on commence à travailler avec Docker. Et en plus, ça nous permet justement d'exécuter non pas 2 ou 3 containers, mais par exemple une dizaine, voire une centaine de containers, pourquoi pas sur un laptop. C'est tout à fait possible. On a donc une gestion des ressources bien mieux maîtrisée et bien moins importante. Évidemment, l'architecture idéale pour Docker, c'est la distribution des applications à travers une ou plusieurs machines, en cluster, avec une possibilité de gestion des ressources intelligentes. Alors ça, on en parlera dans un autre tuto. Quand je parle de gestion de ressources intelligentes, je parle évidemment de produits du style Kubernetes, qui va justement pouvoir regarder un petit peu l'occupation mémoire, CPU, des différents nœuds, et de répartir la charge pour justement nous faire économiser de la ressource, mais aussi gérer la scalabilité selon la demande, selon le besoin. Alors, Docker n'a pas inventé cette technologie. Docker, en fait,
se base sur la technologie des conteneurs Linux, qu'on appelle LXC, avec une API en fait, qui virtualise les applications de façon isolée. Mais surtout, Docker a vulgarisé énormément et simplifié cette gestion des containers LXC. Alors, comment fonctionne Docker? Alors, Docker est constitué surtout donc, de deux éléments qui sont assez importants. C'est le Docker Engine. Donc, le Docker Engine, c'est l'outil principal qui va s'exécuter sur votre machine, sur votre laptop, sur votre ordinateur ou dans le cloud, et qui va permettre l'exécution et la gestion des containers. Et puis, le deuxième composant, c'est le Docker Hub, qui est un service cloud qui va permettre de stocker et de partager ça. Alors, qu'est-ce que le Docker Engine? Donc, il faut bien savoir que le Docker utilise une architecture client-serveur. Le client Docker et le démon Docker. C'est ce dernier qui se charge de la construction, de l'exécution et de la distribution des containers Docker. Le client et le démon peuvent être sur le même hôte, ou on peut avoir un client qui se connecte au démon distant. Le client et les démons Docker communiquent via des sockets, à travers une API RESTful. Alors, il faut bien savoir que le démon Docker tourne sur une machine hôte. L'utilisateur n'interagit pas directement avec le démon. En fait, il passe toujours par le client Docker. Et le client Docker se présente, lui, sous la forme de l'exécutable Docker, tout simplement. Il accepte des commandes de l'utilisateur, du style Docker Run, Docker Build, Docker Push, et les transmet au démon Docker. Alors, les différents modèles de licence. Docker est disponible en version Community Edition et Enterprise Edition. La version Enterprise Edition est orientée Enterprise avec un ensemble d'options et de fonctionnalités payantes. Exemple, l'image Security Scanning. Les versions Linux compatibles avec Docker sont CentOS, Debian, Fedora, Oracle Linux, Red Hat, SUSE et Ubuntu. Voilà, donc ici, vous voyez, donc, pour la version Community Edition, donc, qui est la version open source, vous avez la possibilité d'installer donc, cette version Docker sur tous ces OS. Il suffit par exemple de sélectionner Ubuntu. Voilà, vous allez avoir les prérequis, donc les prérequis en termes d'OS et la doc d'installation très bien faite qui vous dit comment installer Docker. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous référer à la documentation Docker officielle, c'est largement suffisant. Mais il faut bien savoir que depuis quelque temps, Docker for Windows est sorti en version stable. C'est comme Docker Toolbox, mais en mieux. Ça utilise Hyper-V au lieu de VirtualBox. Et c'est seulement compatible à partir de Windows 10 Pro ou des Windows Server. Voilà. Il faut le savoir. Moi, j'utilise cette version. C'est une version qui va très très bien. Vous voyez, actuellement, ça tourne. Alors, on va parler maintenant des containers. Les containers, tout à l'heure j'ai employé le mot boîte, on pourrait aussi les comparer à des répertoires. Un container Docker contient tout ce qui est nécessaire à l'exécution d'une application. Chaque container est créé depuis une image Docker. Et un container Docker peut être exécuté, démarré, stoppé, déplacé ou supprimé. Chaque container est une plateforme isolée et sécurisée. Les containers Docker sont les composants d'exécution de Docker.
va commencer par voir un petit peu comment on fait tourner du Docker sur notre machine. Donc voilà, j'ai un PowerShell. J'espère que vous le voyez bien. J'ai un PowerShell. Ce que je vais faire, je vais enlever le fond d'écran. Voilà, très bien. Alors, on va exécuter notre premier container. Vous savez que dans le monde de la programmation, le Hello World est souvent la première commande qu'on va exécuter dans un nouveau langage. Et bon, on va faire la même chose avec Docker. On va lancer notre premier Hello World. Alors, j'appelle donc le client Docker, Docker, je lui dis Docker, donc je veux que tu me lances un container qui s'appelle Hello World. Et là, vous voyez que ce container qui est ultra basique, qui permet, en fait, qui ne fait qu'exécuter, qui n'affiche qu'un seul message, qui est le Hello from Docker, il n'a en fait aucune utilité, sauf de vérifier que votre installation marche bien et que vous pouvez exécuter des containers Docker beaucoup plus complexes, beaucoup plus lourds. Alors là, j'avais moi déjà l'image Hello World téléchargée sur mon poste. Si vous le faites en même temps sur votre laptop, vous verrez qu'il peut y avoir une petite phase qui va durer peut-être quelques secondes, où il va y avoir un téléchargement à partir donc du Docker Hub, du Docker Registry. Il va y avoir donc un téléchargement donc de l'image Hello World avant son exécution sous forme de container. Alors on va continuer. On va continuer avec deux commandes qui sont assez pratiques. La première, ça va être pour lister les containers qui sont démarrés. Alors, vous faites tout simplement un docker ps. Et vous voyez, justement, c'est une bonne chose, j'ai un Docker Jenkins qui est en train de s'exécuter. Voilà. Et il est up depuis 30 heures. J'avais oublié de l'arrêter, celui-là. D'accord. Si vous voulez lister tous les containers qui sont sur votre machine, démarrés ou pas, vous faites tout simplement un docker ps et vous rajoutez -a. Et là, vous voyez tous les containers qui ont été exécutés, qui sont en tout cas présents, qui parfois ont été exécutés il y a déjà plus de 3 semaines. Voilà. Donc il y a de l'Elasticsearch, du Nginx, il y a notre fameux Hello World, il y a le Jenkins que vous avez vu, ça c'est l'image, le Hello World, il y a du MongoDB, et voilà, ça c'est présent en tout cas sur ma machine. Alors, on va démarrer non pas un container Hello World parce que ça, c'est un peu simple, on va démarrer quelque chose d'un petit peu plus compliqué, qui est un serveur Nginx. Donc Nginx, c'est un serveur HTTP qui fait aussi un reverse proxy. Et on va lui demander, non pas d'exposer, c'est-à-dire d'utiliser son port sur le 80. Je reviendrai un peu plus tard sur un autre tuto sur l'exposition des ports. Mais je vais lui demander en fait de mapper son port 80 sur le port 8000 de notre machine. Donc je fais un docker, alors je peux faire docker container run. Je lui dis le port 80, tu le mappes sur le port 8000, tu le lances en mode démon, ou en mode détaché, et je lui spécifie le nom d'image. Voilà. Alors, on refait un docker ps, et là vous voyez, à côté de mon Jenkins, il y a donc le container. Alors, ce container a un ID attribué par Docker, qui ressemble à ça. En fait, c'est une valeur tronquée. Normalement, le container ID est beaucoup plus gros. Et automatiquement, Docker lui attribue un nom pour justement identifier de façon unique notre container parmi d'autres containers.
Donc là, il a pris comme prénom Seren, Spence, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, bref. Donc, vous voyez que cette image est basée, ce container est basé sur l'image Nginx. Et la dernière commande qui a été exécutée, enfin, la commande principale qui a été exécutée par notre container, c'est celle-là, c'est-à-dire nginx-g en mode démo. Elle a été créée il y a 3 secondes et elle est up depuis 2 secondes. C'est-à-dire qu'il a mis 1 seconde pour lancer, pour instancier le container Nginx. Alors maintenant, on va voir si, tout simplement, ce serveur HTTP marche. Alors, on va ouvrir notre browser. Tac. On va aller sur le localhost. Et donc là, j'ai dit, c'est le port 8000. Magnifique. Welcome to Nginx. Quelques petites commandes Docker supplémentaires. Donc, on va stopper notre container. Alors là, si vous voulez, vous pouvez juste mettre le début du container ID, ça marche très bien. Donc là, on veut stopper celui-ci, voilà. On refait un Docker PS. Ah, parfait. Je vais arrêter aussi Jenkins. J'ai besoin de repos aussi. Docker stop, et là, je vais lui mettre DFE. Voilà, on n'a plus aucun container. Comment redémarrer un container? Très très simple. Il suffit de faire un Docker start avec soit donc le container ID ou avec le nom qui avait été donné automatiquement par le Docker Engine. Donc là, le Docker Seren Spence. Voilà, Docker PS. Parfait, c'est revenu. Alors, maintenant, je souhaiterais en fait me connecter à mon container. Alors, pour ça, on va utiliser une nouvelle commande Docker qui s'appelle le Docker exec. Docker exec, et on va lui passer 2 options. C'est le mode interactif, le mode terminal en mode interactif. Ça veut dire que on va vouloir agir en mode interactif avec donc le container à travers un terminal. Donc, on lui passe le IT, et puis on lui donne donc, le container ID, ou le nom attribué automatiquement. Donc là, on va dire C25. Et puis, le Docker exec souhaite qu'on précise exactement quel type de terminal, enfin, quel type de bash, quel type de shell, pardon, on va utiliser pour communiquer avec notre container. Et voilà. Et vous voyez, regardez, root, container ID. On est donc dans le container Seren Spence, notre container Nginx. Là, tout simplement, il suffit d'aller dans le TC, de faire un ls, par exemple, du fichier release. Et là, vous voyez que Nginx, l'image officielle Nginx, tourne sous une Debian version 9. Je sors de mon container, et vous pouvez voir que Nginx tourne toujours. Alors, nous allons voir une commande qui est très très utile maintenant, qui est... Non. Alors, je pense que vous avez dû vous faire la remarque, mais avoir un nom du style Seren Spence pour vos containers, c'est quand même pas terrible. Surtout si vous l'avez remarqué tout à l'heure, j'avais un container avec un nom Jenkins, basé sur l'image Jenkins officielle, qui tournait. Alors, c'est très simple, hein. Vous pouvez tout simplement... C'est très simple pour justement renommer
pour nommer le container que vous allez instancier, il suffit de rajouter l'option name. Donc là, je stoppe. On va le faire sur Nginx. Je vais stopper donc mon container Nginx. Et là, je reprends tout simplement la commande run de tout à l'heure. Voilà. Et je vais rajouter name. Et là, je vais lui donner un nom bien personnalisé du style mon Nginx. Et vous voyez cette fois que ce n'est pas CRN Spence qui a été lancé, mais mon Nginx. Alors, on a vu un petit peu, de façon brève, comment manipuler les containers, mais on va s'intéresser à la source des containers. Qu'est-ce qui est la source des containers? C'est les images. Une image Docker, c'est un template. C'est comme un template en lecture seule. Elle contient tout ce qui est nécessaire à l'exécution de l'application. Docker fournit une façon simple de créer des nouvelles images ou de modifier des existantes. Il est aussi possible de les télécharger depuis le Docker Hub. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'une image est constituée de couches, en anglais on appelle ça layers, qui vont permettre de produire un artefact cohérent et optimisé pour l'instanciation du container. Alors, on va voir ça en commande. Okay. Donc maintenant, nous allons lister les images sur notre poste. Pour ceci, nous allons taper la commande Docker image. Donc, vous voyez un ensemble d'images stockées avec leur taille sur mon poste. Notre image Nginx se trouve ici. Donc, nous avons pris la dernière version. La dernière version date d'il y a 4 semaines. Voilà. Donc, sur une taille quand même assez réduite, puisque derrière, c'est une Debian. Il y a différents composants, dont Nginx. Donc, ça fait 108 mégas. Donc, c'est quand même assez... c'est relativement petit. En tout cas, vous pouvez gérer plusieurs images, plusieurs versions de vos applications sur votre laptop sans avoir une explosion de votre disque dur. Alors, vous pouvez en fait lister sur votre poste les images intermédiaires en rajoutant le -A. Alors, moi, je n'en ai pas. Les images intermédiaires, il faut bien savoir que lorsque vous allez créer vos propres images, comme je vous l'ai dit, c'est des layers. Et chaque layer est une image intermédiaire. Par défaut, Docker garde sur disque les containers intermédiaires, les images intermédiaires. Vous pouvez donc les visualiser avec le -A. Et après, je vous ferai voir comment vous pouvez les supprimer pour gagner un petit peu de place. Alors, une commande alternative pour lister vos images, vous avez la commande Docker image sans S, ls. Voilà, c'est tout simplement une alternative. Alors, suppression des images. Comment on supprime donc les images Docker? Alors, vous allez faire ça par la commande Docker RMI et avec le nom de l'image. Alors, tout à l'heure, voilà, on avait lancé le container Hello World, on va supprimer l'image. Docker RMI Hello World. Et là, normalement, il devrait y avoir, voilà, un petit message d'erreur qui vous dit je ne peux pas retirer l'image de référence Hello World parce qu'en fait, ce container l'utilise. Ah, très bien. Je vais tout simplement déjà supprimer les containers Hello World et après supprimer l'image. Alors, je refais un docker ps-a. Cette fois, je fais un docker rm et non pas rmi. Le i veut dire image. Je repère donc le Hello World. Je mets le container ID.
plus, j'ai plusieurs images. Hello World. J'ai plusieurs containers. Donc, j'additionne les containers. Voilà. Je refais un Docker PS. Et voilà. J'ai plus de containers Hello World, basé sur l'image Hello World. Je refais donc ma commande de suppression d'image Hello World. Et cette fois, aucun problème. Je n'ai plus de container lié en fait à cette image. Et il me fait un delete de mon image, de mes images Hello World. Je refais un Docker PS, Docker image, pardon. Et vous voyez, plus rien concernant le Hello World. Créer une image. Une image, il y a deux méthodes en fait pour créer une image. Il y a la possibilité en fait de builder manuellement un système et après de committer toutes ces modifications dans une image. C'est le Docker commit. Dans cette vidéo, on ne rentrera pas dans le détail parce que pour moi, c'est une méthode qui n'est pas recommandée déjà et qui en plus peut être dangereuse, dans le sens où on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans l'image, et on peut avoir donc des failles de sécurité, mais aussi des applications malicieuses qui peuvent se trouver en fait dans l'image, et lorsqu'elle va être exécutée dans votre système, peut tout simplement ouvrir une brèche de sécurité. Donc c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout. Et dans le monde Docker, on utilise plutôt un fichier déclaratif qu'on appelle le Dockerfile. Donc là, je suis sur le repo Git officiel de Nginx pour leur distribution Docker de leur application. Et vous voyez en fait le Dockerfile qui se trouve ici, qui est tout à fait consultable, visualisable par n'importe qui. Et vous voyez tout simplement comment a été constitué le Docker, l'image Nginx. Alors, en quelques mots, je vais vous expliquer un petit peu comment on crée une image. Alors, vous avez ici le from. C'est la commande de base qui vous permet de tout simplement créer l'OS sous-jacent, la première couche de votre image. Donc ici, on voit bien que c'est un Ubuntu qui va être utilisé pour créer l'image Nginx. Après, vous allez avoir différentes commandes d'exécution, les commandes run, qui vont vous permettre d'installer des outils supplémentaires, donc au-dessus de cette couche, au-dessus d'Ubuntu. Donc au départ, vous avez tout simplement l'utilisation, l'installation de repositories supplémentaires, donc des updates, d'installation de Nginx. Voilà, une commande RM pour faire un petit peu de ménage. Là, vous voyez, vous reconnaissez les commandes echo, shown. Vous reconnaissez en fait les commandes Unix qui vont être exécutées en une seule fois dans la commande run. Il va y avoir des définitions de volume. Alors les volumes, on en parlera un peu plus tard, mais je vais tout de suite en fait vous dire à quoi ça sert. C'est tout simplement persister l'information. Vous l'avez vu, les Docker, les containers, on les arrête, on les redémarre, mais derrière, il faut quand même avoir une sauvegarde, une persistance des informations. Ça va être à travers les volumes qu'on va pouvoir effectuer justement ce stockage des données. Le workdir va nous permettre de nous positionner dans l'image qui est en train d'être constituée. Donc là, on va se trouver dans le répertoire etc Nginx. Et la commande, on va dire un peu finale, c'est tout simplement le lancement de Nginx. Donc,
tout simplement avec une seule commande Nginx. Un petit mot sur les ports, j'en avais déjà parlé tout à l'heure. Nginx utilise deux ports, le 80 et le 443, et pour qu'on puisse après les mapper sur notre machine, voire après sur un cluster, il faut pouvoir les exposer au moins une première fois. C'est fait ici. Voilà. C'est très très simple. Vous voyez, c'est très lisible. C'est quelque chose qui est facilement modifiable. Et lorsque vous voulez analyser finement quelle est la structure de base d'une image, et bien, il suffit de lire son Dockerfile. On va revenir en fait aux commandes Docker. Vous avez la possibilité de visualiser les différentes couches qui ont constitué une image. Par exemple, pour notre Nginx, vous tapez Docker image, history, Nginx. Et vous voyez en fait les différentes couches qui ont constitué. Vous avez des commandes add. Alors ça, soit je vous encourage à regarder la documentation, ou alors l'article que j'ai publié justement dessus, qui devrait être en lien dans le descriptif de la vidéo. Vous aurez des explications sur, un petit peu plus détaillées sur commande, add, env, donc qui est tout simplement la génération des variables d'environnement. Et donc à chaque fois, c'est une couche supplémentaire qui va constituer à la fin l'image finale qui va lancer Nginx. Alors un petit mot, justement, vous avez vu les commandes docker container, quelque chose, ou docker image, quelque chose. Vous avez la possibilité, avec l'aide en ligne, d'avoir un peu le détail de toutes vos possibilités. Par exemple, si vous êtes sur le container, la gestion des containers, vous pouvez tout simplement rajouter docker container-help. Et là, vous allez voir que à partir de Docker Container, vous pouvez faire différentes commandes. Attache, commit, create, copy. Vous avez aussi une petite description de l'utilisation de la commande. Export, inspect, kill, prune. Alors, on reviendra pour certaines de ces commandes dans le détail dans les prochains tutos. Je vous expliquerai quelles sont leurs fonctionnalités et on essaiera de regarder ça en live. Pareil donc aussi pour Docker Image. Donc Docker Image, il y en a un peu moins, parce que Docker Container, c'est vraiment l'exécutable de base. Docker Image, sans S, help. Voilà. Donc, prochain tuto, je pense qu'on tuto numéro 2 sera consacré en fait à la construction d'images à partir d'un Dockerfile. Le Dockerfile qu'on a vu tout à l'heure sur Nginx. Lorsqu'on va vouloir créer ou modifier donc, une image existante, ce sera à partir de la commande build. History, on vient de le voir. Et puis il y a des choses. On a vu aussi la commande rm. Push, pull. Tout ça, on les verra dans une prochaine vidéo. Voilà. Et bien écoutez, c'était le premier tuto. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à très bientôt.